Bien le bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau webinaire et je regardais les lignes là qui défilaient dans la vidéo. Incroyable, hein. On est déjà à la dernière étape, le dernier webinaire de cette année scolaire, c'est fou, ça est passé à une vitesse V prime. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet. Le volet numérique de FMTTN, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, avec donc l'idée principalement de d'aborder. Alors, on va plutôt cibler P5 là maintenant, puisque c'est eux qui vont rentrer dans le vif du sujet dès septembre. On parlera aussi de temps en temps de P6 évidemment. Mais donc, pour rappeler juste le principe, c'est que quand on est dans ce qui va nous arriver en septembre, au-dessus, on le rappelle, c'est le référentiel, en dessous, c'est le programme. Et vous voyez qu'il y a une petite différence ici entre ce qui va se passer avec l'entrée en vigueur des classes dans le tronc commun et le programme qui va sortir. Simplement, les P5 seront les seuls à rentrer l'année prochaine dans le tronc commun. P3, P4, c'est déjà fait depuis cette année. Et P6, ce sera pour septembre 2025. Mais sachez que dans le courant du mois de juin, parce qu'il est déjà finalisé, parce qu'il est en cours vraiment là maintenant d'impression. Il arrivera dans les écoles pour le mois de juin, donc c'est un programme qui va regrouper, comme c'était déjà le cas pour P1, P2, P3, P4, qui va regrouper P5, P6, ce qui donnera l'occasion aux enseignants de P6 donc de déjà pouvoir se l'approprier et de pouvoir donc faire du sens sur les différents attendus qui seront proposés. Donc ça, c'est au niveau du calendrier, puis après ce sera annualisé au niveau de la sortie des programmes en même temps que le tronc commun. Donc, du coup, au niveau de la formation manuelle technique, technologique, je rappelle qu'il y a 4 champs qui sont proposés, information et données, création de contenu. C'était les 2 champs qui ont été activés jusque maintenant, les 2 seuls d'ailleurs, qui ont été activés jusque maintenant pour P3 et P4. On rappelle qu'avant ça, il n'y a pas d'attendu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler le numérique avant, mais il n'y a pas d'attendu spécifique pour donc le numérique. Et donc P5, P5 d'abord, pardon, c'est l'année qui vient, en septembre prochain, on y sera très vite. Eh bien, il y a donc le champ création de contenu qui se prolonge, puisque lui, c'est vraiment une sorte de fil conducteur sur l'ensemble du tronc commun, mais il y a aussi donc communication et collaboration qui va arriver. On fera le détail évidemment durant ce webinaire. Et donc P6 l'année prochaine, mais vous pourrez déjà découvrir les attendus dans le programme qui va arriver. On a ce volet sécurité qui va donc pointer le bout de son nez. Alors, je vois qu'il y a des blagues, alors je vois pas trop. Ouais, peut-être. Non, je suis en train de lire les commentaires. Je vais arrêter. Je vais pas me laisser tenter. Donc, pour Namur, normalement champion. En tout cas, les conditions climatiques, si vous venez nous rejoindre, la neige n'est pas annoncée le 15 mai. Voilà, on a eu des doutes, on a vérifié, donc il n'y aura pas de neige. Donc là, au niveau des conditions climatiques, ça devrait le faire. On verra bien, mais c'est comme ça. Donc, allez, on parle de FMTTN, du volet numérique, mais on va quand même faire le point sur le fait qu'il existe, à côté de compétences vraiment spécifiques pour la formation numérique, il existe des compétences, des attendus qui sont liés aux 2 volets. Et donc, il ne faut pas non plus les négliger, ces attendus, comme par exemple donc, assurer la sécurité et la santé. Donc, lorsque l'on va utiliser les outils, c'est penser déjà à sa posture, c'est penser tout un tas de choses qui vont permettre donc d'assurer cette sécurité. Il y aura des exemples évidemment dans le programme à ce niveau-là. Hein, voyons un petit peu les attendus qui sont proposés. Et puis, on a aussi comme autre compétence commune aux 2 volets, limiter l'impact écologique de ces activités. Par exemple, on va apprendre à envoyer des mails et des messages. Ça va, par exemple, et ça c'est plutôt pour l'énergie, le gaspillage de l'énergie, le premier point, ça va être par exemple de pouvoir conscientiser les élèves que quand on envoie des messages, il vaut mieux les effacer une fois qu'on les a lus pour éviter de saturer un serveur et donc de devoir gaspiller l'énergie inutilement. Donc ce sont des choses qu'on va apprendre là, vraiment dans les contenus communs. Et puis le dernier, vous le voyez, c'est contextualiser ces apprentissages. C'est vraiment faire du sens sur ce qu'on apprend et faire, voilà, le mettre en parallèle avec la vie de tous les jours. On va parler d'algorithmes, on va parler de logigame, de logique de programmation. Par exemple, en 5e année, ce sera l'idée de voir dans la vie de tous les jours que ces algorithmes, ils régissent notre vie et que le feu rouge que l'on va traverser, il est lié à une programmation qui a été effectuée par un humain. Donc voilà, on est là-dessus. Précision encore, c'est rapide hein, parce qu'on en a déjà pas mal parlé, mais rappelons que le volet numérique, c'est bien une formation
au numérique, une réflexion sur l'outil numérique. C'est lui qui est l'objet de l'apprentissage, alors que il y a à côté donc la formation par ou avec le numérique, où là c'est le numérique comme support d'apprentissage. Donc si vous travaillez les maths, le français à travers une tablette, à travers la projection d'une vidéo sur votre tableau blanc interactif ou quelque support que ce soit, la visée n'est pas le numérique. Et donc même si vous êtes toute la journée avec du numérique dans les mains des enfants, ben, vous ne pourrez pas mettre dans votre journal de classe formation au numérique. La formation numérique, on insiste bien, c'est vraiment apprendre à porter un regard critique sur ce qu'est l'outil numérique, sur ce que sont les messages numériques, avec vraiment cette phrase tirée du référentiel et qui, quelque part, résume bien ce que doit être le volet numérique. Donc, ça vise à développer la littératie médiatique et numérique, simplement parce qu'il faut amener les élèves progressivement à travers des années, amener les élèves à prendre conscience que tout ce qu'ils reçoivent en tant que contenu numérique, ou bien tout ce qu'ils vont créer en tant que contenu numérique, relève d'une véritable littératie, d'une véritable écriture médiatique. C'est un média et donc forcément, on va choisir la façon dont on va le dire, on va choisir le support, on va choisir la technique pour le faire. Donc, c'est une vraie littératie et puis littératie numérique aussi, puisque évidemment, on ne va pas dire les mêmes choses, en tout cas de la même manière les choses quand on écrit par exemple sur un support papier que sur un support numérique. Et donc voilà, on est là-dessus. Là maintenant, je poursuis simplement pour dire que on va avoir en P5, P6 donc différentes compétences. Il y en a pas mal d'ailleurs qui vont être activées en création de contenu. Alors peut-être précision, donc vous voyez la numérotation derrière, c'est celle qui sera proposée dans le programme et qui vous permettra de faciliter votre journal de classe. On a jusque les compétences C1 à C9 qui apparaissent dans le volet formation manuelle technique et technologique. Et puis on poursuit avec la C10 pour le volet numérique. Il n'y a pas de science simplement parce que c'est une compétence qui a été activée en P3, P4, mais qui n'est pas reprise ici en P5, P6. Elle le sera plus tard. Et donc voilà, elle n'est forcément pas reprise en tant que numérotation. Mais donc C10, vous le voyez, produire et traiter des contenus multimédia. C12, bon, je vous laisse, on va les découvrir. Je ne vais pas faire le détail maintenant. Mais donc création de contenu avec ces trois compétences. Et puis on est aussi, je le disais, en communication et collaboration. Et là, on est en cible, la 5e primaire, avec interagir, communiquer, partager un contenu numérique, collaborer sur un contenu numérique. Et alors, le volet sécurité, qui lui va arriver en 6e primaire. Là, ce sera vraiment une réflexion sur, ben, vous le voyez, hein, prévenir et limiter les risques relatifs à la protection des données. Et donc, ça va être, par exemple, une réflexion sur le choix du mot de passe pertinent. Ça va être aussi l'idée de réfléchir tout ce qui est cette notion de cyberharcèlement, cyber-intimidation et autres, et donc de donner les clés aux élèves par rapport à ça. L'idée étant qu'en 6e primaire, donc ils vont rentrer, je sais, hein, je connais déjà vos réactions, mais dans la théorie, légalement, ils vont rentrer l'année prochaine quand ils seront en S1 sur les réseaux sociaux, puisque c'est seulement à ce moment-là qu'ils vont pouvoir y avoir accès. Et donc, on va les amener à réfléchir en étant proactif sur voilà, tout ce qu'ils pourraient rencontrer sur ces réseaux sociaux, entre autres. Donc voilà, ça pose le cadre général. Et vous l'avez vu, il y a pas mal de choses à faire. Et la question, c'est faut-il en faire tout un fromage? Et du coup, vous savez quoi? On va lancer un jeu un peu particulier aujourd'hui, un jeu où je vais convier tous les CTP, les conseillers technopédagogiques, et vous. L'idée, c'est que on va, si on arrive au bout du jeu, si on arrive au bout du défi, on va pouvoir vous proposer un petit outil magique qui va normalement vraiment vous intéresser, enfin en tout cas je l'espère. Et donc pour ça, il y a une grille de jeu qui va apparaître. Vous voyez, une grille de jeu type trivial poursuite avec donc les différentes compétences. Et l'idée, c'est que vous voyez, pour chaque, il y a un petit pion qui va avancer. C'est magique, hein, la technique. Il y a un petit pion qui va avancer. Une question, deux questions, trois questions, ce sera pour les CTP. Et la dernière, elle sera pour vous. Et donc, si chacun répond correctement aux 4 questions qui sont posées, vous le voyez, il y a un petit fromage qui va arriver. C'est le petit rose, en tout cas, dans la compétence C16.
Et voilà, on va pouvoir remplir le fromage. C'est Vinciane Trémoreau qui est derrière en train de faire la démonstration en même temps, hein, comme ça je le cite. Et donc, une fois que tout le camembert sera rempli, on pourra donc partir dans la découverte de cet outil magique. Sinon, bah, tant pis, on arrêtera beaucoup plus tôt et l'outil, vous ne le découvrirez pas. Mais donc, vous aurez vos questions, hein, c'est promis. Et donc, bah, je propose, Vinciane, tiens, justement, je viens de parler de toi. Il va y avoir les questions et viens me rejoindre. Viens me rejoindre, c'est toi qui vas devoir participer à la première salve de questions. Et donc, le principe, pendant qu'elle me rejoint, Vincent, je te demande à toi parce que non seulement tu animes le jeu, mais il faut dire aussi que donc, tu étais dans les co-écrits, comme on dit d'ailleurs, co-écrivains, co-rédacteurs, il y a un mot, co-rédactrice du programme pour le volet numérique. Donc, c'est toi qui vas du coup devoir te jeter à l'eau. Donc, le principe, Vinciane, je t'explique, comme ça je l'explique aussi aux autres. Donc, 3 questions. Chaque fois que tu réponds bien, tu vas pouvoir donc faire avancer le pion et on va voir ce que ça donne. Et donc, là d'abord, moi je propose, c'est qu'on tire au sort la compétence sur laquelle tu vas devoir répondre à des questions. Merci Marc et bonsoir à tous. Hein. Bonsoir, oui c'est vrai, j'étais déjà parti. J'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Non, tu as raison. Eh bien, Vinciane, ce sera la C14 pour toi, la nickel. compétence 14 sur laquelle tu vas devoir répondre. On va vous montrer de quoi il s'agit en quelque sorte, mais avant là, alors la C14, alors on va essayer de la faire apparaître parce qu'évidemment, il faut la sélectionner en fonction de ce qui a été tiré au sort. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc la C14, interagir, communiquer à l'aide d'outils numériques. Donc ça, c'est ce qui est attendu des élèves. Et donc, je vais déjà te poser cette première question. Tu es prête, Vinciane? Oui. Est-ce que j'ai un temps pour répondre? Ça va? J'ai un chrono ou quoi? Alors, pas 1 heure parce que sinon on n'arrivera pas au bout du jeu. Okay. C'est la seule chose que je te dis. Donc, sinon, première question, attention. Dans le programme, donc, il est écrit que les élèves doivent utiliser adéquatement le terme netiquette. Donc, c'est un attendu de cette compétence. Et donc, du coup, peux-tu me définir ce qu'est une étiquette? Oui, tout à fait, Marc. Netiquette, en fait, c'est un mot valise. Et donc, ça vient du mot Internet et étiquette. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un peu un code de bonne conduite que les enfants vont devoir utiliser, enfin que tout le monde en général doit utiliser, mais qu'on va devoir apprendre aux enfants à utiliser quand ils communiqueront sur Internet. Donc, par exemple, on va leur apprendre de ne pas écrire tout en majuscule parce que ça peut porter à croire qu'on crie, ou bien d'être poli, de ne rien, en tout cas, de ne rien écrire qu'on ne dirait pas oralement. Voilà, en fait, surtout bien prendre conscience que même si on est derrière une machine, on reste des humains et donc on se parle correctement comme des humains. En fait, c'est la vie juste transposée sur le numérique. Et donc, dans la vie, on doit se comporter correctement avec des règles. Bah, ce sera la même chose sur le numérique. On va réfléchir ça avec les élèves. Voilà, et l'idée, c'est ça, donc, qu'ils se créent une petite charte de classe sur la netiquette, comme ça, ce sera plus concret pour eux. Voilà, allez, du coup, on va pouvoir faire avancer le premier. Hein. On est donc sur la compétence, on l'a dit, C14 là maintenant. Donc, le pion sur la C14 et ici en bas, le jaune, je vois. Et donc, on est. Ah, tu triches, hein, là, on est sur le 1. Hein, on va pas trop vite non plus. Voilà, voilà. Elle a envie de gagner, Vinciane. Deuxième question, Vinciane, attention pour toi donc. Alors, on parle que les élèves vont devoir échanger, communiquer des messages l'un à l'autre ou avec d'autres personnes. Mais du coup, il y a une grosse question qui se pose et que je vais te poser à toi. Est-ce que du coup, les élèves devront avoir chacun une adresse mail personnelle? Voilà, ça c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent en école. Et en fait, non, pas forcément. Donc, c'est vrai que les enfants vont devoir apprendre à pouvoir aller consulter une messagerie et pouvoir aussi envoyer des mails. On en parlera un petit peu plus tard, à mon avis. Mais on n'est pas obligé d'avoir une adresse personnelle. On peut très bien détourner en créant des adresses de classe ou bien des adresses élève 1 @monécole.be, élève 2 @monécole.be, etc. Maintenant, si on décide de créer quand même des adresses pour ces élèves, hein, ce qui peut quand même être une bonne chose parce que ça va déjà les habituer un petit peu plus et puis ça nous permettra aussi
de faire d'autres exercices et d'autres partages, à ce moment-là, il faudra vraiment être vigilant parce que comme ils n'ont pas 13 ans, il va falloir demander l'autorisation aux parents pour pouvoir utiliser ce genre d'outils. Et donc, sur la slide suivante, je ne sais pas voilà, sur la slide suivante, on vous a montré un genre de document qui peut être envoyé aux parents. Et donc, pour pouvoir avoir les autorisations, on va également mettre le lien de ce courrier qu'on peut évidemment personnaliser. Hein. Donc, on va vous le mettre sur le digipad des référents numériques. Voilà, je rigole en même temps, c'est parce que il y a une petite communication annexe et donc le téléphone qui a sonné chez moi, évidemment, ça c'était pas prévu. Donc évitez d'appeler pour donner les réponses à Vinciane. Moi, je décrocherai pas, hein. C'est pas la peine. Tu appelles un ami. Oui, donc non, ça sert à rien. Mais en tout cas, on va pouvoir donc faire avancer le pion d'un jeton à nouveau. Je pense que la réponse était plus que complète. Donc voilà, à top. Donc pas l'obligation évidemment de créer une adresse pour chaque élève et surtout pas leur demander de la faire. Voilà, le deuxième jeton et donc de la communiquer. Donc c'est pas tout ça qui va être en place. Troisième question, Vinciane, attention. Qu'entend-on? Donc, je vois ici, qu'attend-on, pardon, qu'un élève sache faire en termes de communication numérique? Alors, allez, quelques pistes, quelques exemples. Oui, alors ici, donc, dans les attendus, eh bien, donc, l'enfant devra pouvoir, donc, consulter son mail, mais aussi quand il va en écrire un, on peut peut-être passer à la slide suivante aussi. Voilà, il va devoir connaître le vocabulaire qui est lié au mail, donc le destinataire, le corps du message, l'objet. Il va aussi devoir insérer une pièce jointe. Voilà, donc ce sont ce genre de choses-là que les élèves vont devoir réaliser avec le mail. Voilà, juste pour préciser, en effet, la roue qui tourne pour le tirage au sort, c'est Wheel of Name, c'est bien cet outil. Ouais. Alors, oui, vas-y. Donc, pour illustrer ce genre d'activité, nous sommes allés tester une activité d'envoi de mail dans une classe de 5e primaire. Et donc, ils ont vécu une activité où d'abord ils ont dû trier des cartes par rapport, retrouver des messages en entier, tiens, quel était le destinataire, quel était le message, l'objet, etc. Et puis après, ils ont dû envoyer un mail. Enfin, ils ont dû faire plusieurs petits exercices et à la fin, envoyer un mail à leur professeur. Et donc, on va peut-être écouter le retour des enfants parce que c'est assez mignon de les entendre après ce genre d'activité. Benoît, à toi. Plus tard, il y aura quasi que sur ça qu'on devra faire. C'est parce que dans la vie de tous les jours, on n'écrit pas pour envoyer des lettres, c'est surtout sur un courriel. Moi, j'ai adoré ce genre d'activité. J'ai même envie d'en refaire l'année prochaine. Et si des personnes n'ont pas vraiment envie de le faire, rien que d'entendre qu'ils vont apprendre à faire ça, moi je leur dis que tout de suite ils vont adorer et qu'il vaut mieux le faire parce qu'alors ils vont louper quelque chose dans leur vie. En cinquième, qui vont venir en cinquième l'année prochaine, ils vont déjà pouvoir apprendre à écrire des mails en cinquième. Comme ça, quand ils auront leur CB, quand ils auront leur téléphone, ils n'auront pas besoin d'apprendre. Dans le collège, on va devoir beaucoup utiliser cette application-là et je trouve que c'est super pratique. Moi, ce que j'ai aimé, c'était faire sur les tablettes les jeux avec le QR code où il fallait trouver les indices. Ce que j'ai le plus préféré, c'est écrire des messages et tout apprendre sur les messages. Moi, ce que j'ai aimé, c'est écrire des messages à madame et à... Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'était de faire les exercices où il fallait... Non, c'est quand on devait écrire un mail. Je ne comprenais pas trop où il fallait écrire les informations. Au début, je n'arrivais pas à trouver Outlook pour mettre les messages. C'est marrant parce qu'en fait, il résume très bien le pourquoi de cet attendu, en fait, hein, communiqué. Et je sais, parce que tu nous l'as expliqué un peu hors antenne, il y a eu un test dans une classe, puisqu'on entend les élèves, et l'institut qui était un peu sceptique au début, s'est vraiment prise au jeu dans l'activité. Elle a même été un pas plus loin, en fait.
Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. En sortant de l'activité, elle a dit, oh, je vais recommencer encore, je vais aller un petit peu plus loin lundi, je vais recommencer avec eux cet exercice-là, et puis on va continuer. Et ils étaient vraiment tout contents de pouvoir d'avoir pu faire ça, quoi. Bon, tu sais quoi? Tu vas faire avancer le jeton. Et alors, il y a Roland qui a mis, on voudrait bien participer, il n'y a pas Koh-Lanta aujourd'hui. Et donc, on va du coup écouter Roland et vous lancer la question publique puisqu'elle arrive là maintenant. Et pour ça, en fait, il y a un Learning Apps qui va s'apparaître là maintenant. En tout cas, le lien qui va apparaître dans le chat, si je ne m'abuse. Ça, je ne me trompe pas. Et donc, vous avez ensuite derrière le sondage à répondre. Il y a 4 propositions. Il faut trouver un code 123, 124, 125, 126. Et donc, à partir de ce que vous aurez réalisé, si vous le faites bien, vous allez donc trouver le code. Et si la majorité trouve le bon code, eh bien, on va pouvoir avancer d'une case là maintenant. Donc, voilà, n'hésitez pas à participer. Bon, si jamais vous n'avez vraiment pas l'occasion de pouvoir le faire pour une raison XY, rassurez-vous, c'est bien la majorité qui va l'emporter là maintenant. Donc, on va attendre un petit peu par rapport à ça. Mais c'est vrai que la messagerie, Vinciane, on en parlait, ça, et les enfants l'ont dit, apprendre à pouvoir envoyer un message avec cette fameuse étiquette et autres, c'est extrêmement important pour leur suite. Il y en a même qui le dit, ça va nous servir au collège, ça. Oui, hein, tout à fait. Et puis même dans leur vie professionnelle, parce que on sait bien maintenant que déjà il y a déjà pas mal d'adultes et de grands ados qui ont une fracture numérique terrible. Et donc même l'envoi de mails pour certains c'est compliqué. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Oui, c'est ça. Et dès la première secondaire, ils vont en avoir besoin. De toute façon, ils vont échanger des travaux avec leurs profs. Et donc, dans les incontournables à apprendre aux élèves aujourd'hui, apprendre à envoyer un message. Alors, on parlait d'Outlook, c'est une d'élèves qui l'a évoqué, mais il y a plein de systèmes de messagerie à apprendre. Et c'est un essentiel. Bon, alors, je vais jeter un petit coup d'œil sur les résultats, Vinciane. Et c'est toi qui vas pouvoir confirmer si c'est acquis ou pas au niveau de la réponse. Et donc, le code, en tout cas, qui nous est en fait à 100% proposé, donc je vais dire, les gens vont continuer si vous avez envie d'aller jusqu'au bout de l'activité. Mais en tout cas, 100% des réponses, Vinciane, vont sur le code 125. Est-ce que tu me confirmes cette réponse? Oui, tout à fait, Marc. Ils ont vraiment été super forts. Et donc, c'était un exercice où ils devaient associer le mot de vocabulaire qui correspondait à un endroit du mail. Voilà. Et donc, ça, c'est un exercice qu'on aurait pu proposer aux élèves, en fait. C'est un exercice qu'on avait proposé aux élèves et qui se trouvera dans la fiche d'activité que tout le monde pourra recevoir incessamment. Pourra, si on va au bout des camemberts. Ça, on verra. Ah ouais. On va encore parler de cadeaux ici. Non, c'est ça. Moi, je le donnerai si on y arrive. Là, pour tout cas, pour l'instant, vous avez joué votre rôle et c'est bon. Premier camembert qui rentre donc sur cette roue. Vinciane, je te remercie. Et je propose que j'appelle d'autres personnes, histoire de à nouveau se lancer une salle de questions et pouvoir remplir un nouveau bout de fromage. Merci. Ok, à tout à l'heure, Marc. Et donc, du coup, je vais maintenant appeler. Alors, je vais appeler qui? Je vais appeler Jean Huberland et je vais appeler Benoît Kettels. Allez, rejoignez-moi tous les deux. Histoire, bonsoir Jean, bonsoir Benoît. Bonsoir tout le monde. Bon, Vinciane a 100% de bonnes réponses, le public aussi. Pression, ah oui, la pression là maintenant, elle est juste dans la tête. Après, peut-être, elle sera. Mais bon, c'est pas la même. Alors, messieurs, on va tirer la roue pour savoir la compétence sur laquelle vous allez répondre maintenant. Alors, si c'est c'est 14, on verra. Non, mais attends. C'est 16, c'est 16. Non. Jean aurait aimé la C16, mais non. Ils étaient mitigés, j'ai bien compris. Mais c'est la C10, la compétence 10 qui va donc arriver là maintenant. C'est la première dans la création de contenu, cette compétence qui va arriver là maintenant. Voilà, la slide est prête pour vous montrer. Bravo à Benoît qui chaque fois doit aller chercher la bonne slide en fonction du tirage au sort. Donc, produire et traiter des contenus multimédia.
On a déjà produit des contenus en P3, P4, on continue avec, vous le voyez, P3, produire un document sonore et ou vidéo, avec tout ce que ça entraîne. On va en parler au travers des questions que je vais vous proposer. Et donc, on sera en P6 sur produire un support numérique de présentation pour appuyer un discours. Ça, c'est au niveau de la compétence. Et puisqu'il n'en voulait pas, tiens, enfin, lui, il était plutôt sur la scène. Jean, c'est avec toi que j'ai commencé. Oui. La première question. Alors, on parle de produire et traiter. Toi, tu vas avoir une double question. Du coup, que veut dire produire? Que veut dire traiter un contenu? Bon, on va commencer par produire alors. Si j'entends par produire, donc c'est vraiment utiliser donc un outil numérique en classe avec ses élèves, donc que ce soit Canva, Audacity, GarageBand. On peut utiliser eMovie aussi ou d'autres outils qu'on a en classe ou que l'on peut emprunter au niveau de l'école pour justement créer quelque chose avec les élèves, que ce soit en montage photo, montage vidéo, donc faire une bande sonore, donc c'est un peu l'objectif. Et aussi, quand on produit quelque chose, c'est le fait de pouvoir en amont réfléchir à ce que l'on va dire. Et là, je vais faire plaisir à l'Assemblée de parler encore de littératie numérique. Donc là, on en parle un petit peu aussi. Je sais bien que Marc aime bien ce mot-là, donc c'est pour ça que j'en profite un petit peu. Merci Jean. Wow, il est important, il est important. Il est très important et surtout, dans le produire aussi, c'est véhiculer un message important aussi dans cette production de contenu. Et ça, c'est vraiment mettre un point là-dessus. Donc voilà, pour produire, je ne sais pas si c'est correct ce que j'ai dit. Est-ce qu'on va valider? On valide. Allez, on va faire avancer le jeton. Ah non, attends, tu dois encore dire traiter. Ou tu vois, je m'avance. Non, attends. Et là, c'est quelque part un peu plus compliqué parce que traiter maintenant, qu'est-ce qu'on entend par traiter? On va dire des gros mots sur la production. Oh, ça c'est nul. Et donc, on va traiter la production des autres, c'est ça? Non, tu n'as pas traité là. On ne va pas traiter les autres. Ce qu'on va faire, c'est vraiment retravailler donc, le produit brut que l'on peut avoir au niveau du montage photo, vidéo, c'est on va enlever les imperfections, les parasites, pour pouvoir en faire quelque chose justement de cohérent lors du partage ou lors du téléchargement donc sur la machine ou au niveau du partage via l'extérieur ou via d'autres classes. Donc là, c'est vraiment assurer que la production et le message que l'on veut absolument faire passer en tant que prof et élève vers l'extérieur. C'est plutôt ça, traiter le contenu et non traiter une personne. Non, il s'en sort bien. Allez, moi, je valide là. Bon, en fait, on avait déjà le traitement de l'image en P4. Tout à fait, en P4, oui. On va maintenant sur le traitement du son et de la vidéo. Et donc, la différence avec P3, P4, c'est qu'ils devaient produire des contenus simples qu'ils ne devaient pas, quelque part, modifier et faire traiter, justement, qu'en P5, ils vont devoir faire, entre guillemets, on va prendre ce mot-là, du montage. C'est sectionner des parties qui ne vont pas dans un enregistrement ou autre. Allez, on valide. La première question, je vais passer à Benoît, là maintenant, hein, puisque vous êtes deux là à l'écran, on est obligé d'en prendre deux à la fois parce que sinon. Je m'en vais, je peux y aller là ou pas? Non, reste parce que si jamais. Mais non, si Benoît a besoin de toi. Attends, on ne sait jamais. Lui, Jean, il se dit, ça y est, moi je m'en sors bien maintenant. Non, tu restes avec nous parce qu'on ne sait jamais. Moi, j'ai des doutes sur Benoît et sa réponse. Non, c'est pas vrai. Merci. Benoît, deuxième question. Attends, parce que je ne suis pas sur la bonne fiche. Ce serait dommage de ne pas poser la bonne question. Benoît, voilà, pour toi, on est en C10. Donc, la deuxième question, je vais te demander. Alors, on parle donc de logiciels de montage. Je vais te demander de m'en citer 4 logiciels de montage. Audacity. Ça en fait 1. GarageBand. Ça en fait 2. C'est déjà pas mal, hein. Oui, mais il m'en faut 4. Bon, voilà. Perdu le camembert. On va demander au public. Hein. Alors, je vois, il y a Roland qui a cité, mais ça ne comptera pas du coup. Il y a CapCut qui pourrait en être un. Mais comme c'est ta question, tant pis. Voilà, iMovie. iMovie en est un. Canva. C'est vrai que Canva permet aussi de faire des sections de montage. Donc, tu ne m'as pas écouté avant, Benoît, hein, en gros. Et tu avais cité quoi, toi, Jean? iMovie, GarageBand, Canva. Voilà, je viens de dire iMovie, hein. Attends, ils vont pas se disputer non plus, les gars. Vous avez bon, on va avancer. Mais donc voilà, il y a plein d'outils. Il y a AudioBeer Tool pour le montage en son en ligne. Il y en a pas mal, hein, des produits de montage. Donc, ce que je propose, c'est qu'on valide
votre réponse à vous deux, hein, parce que voilà, et donc on va avancer sur le deuxième peloton. Et donc j'ai la troisième question qui arrive là maintenant pour vous. Ah ouais, attends, je vais faire un truc. Jean, Oui, attends, tu permets? Attends, t'as ton iPad à l'envers. ouais, mais oui, c'est ça que j'ai un problème. Voilà, attends, je mets l'application. Alors, Jean, avec mon application, j'ai un souci parce que il y a une bête sur ton épaule. Là. Il y a un animal sur ton épaule. Ouais, oui, là. Non, mais ne fais pas partir. Mais il est là, hein. Moi, je le vois, moi. Avec mon application qui est là, je le vois. Ok, Alors, oui. j'en viens. Alors, il y a une mise en scène et elle est bien. Hein, pour en venir à la question suivante. Les enfants vont devoir apprendre à différencier, à expliquer ce qu'est la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Et donc, quelque part, le personnage que j'ai dit avoir vu avec mon application, est-ce que c'est de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle? Ben écoute, ça tombe bien. Je pense qu'on a fait une petite vidéo là-dessus qui fait un peu la distinction entre les deux. Je pense, moi, pour aider à répondre, en tout cas, j'ai besoin de cette vidéo. Je peux? Oh, attends, t'es en train de tricher. Tu fais un appel à un ami. Attends, je préviens alors que si tu fais ça, ce sera le seul sur l'ensemble. Tant pis pour les autres. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, allez, appel à un ami, on y va. Réalité augmentée ou virtuelle? Une distinction sur laquelle Jean fait le point pour nous. Bonjour Marc, bonjour à tous. Merci de me donner l'antenne. Je suis ici pour vous expliquer de manière détaillée la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. La réalité virtuelle, dite VR, nous plonge dans un univers entièrement numérique. Imaginez enfiler un casque spécial et tout à coup, vous vous retrouvez au cœur d'un monde complètement créé par l'ordinateur, de façon à ce que tous nos sens ne puissent plus réellement faire la différence entre la réalité et le virtuel. Maintenant, la réalité augmentée, dite AR. C'est comme si nous avions des lunettes magiques qui ajoutent des éléments spéciaux à notre environnement actuel. Si je regarde à travers ces lunettes, je pourrais voir des créatures virtuelles qui gambadent sur la table devant moi. En résumé, la réalité virtuelle nous emmène littéralement ailleurs, tandis que la réalité augmentée enrichit ce que nous voyons dans notre monde actuel. Pour ce qui est de notre réalité, elle est que notre édition touche à sa fin. Nous espérons avoir pu vous éclairer sur cet attendu lié à la culture numérique. Au revoir. Voilà. Tout est dit. Tout est dit, je pense. C'est moi ou il y avait une ressemblance dans le personnage qui présentait? Je ne sais pas, j'ai un doute. Mais donc, du coup, grâce à ton ami virtuel, on était quoi? Dans la réalité augmentée ou... Dans nos amis, oui, mon ami virtuel, on était plutôt dans la réalité augmentée. Augmentée puisqu'on te voyait toi et que Exactement. Voilà, en scannant, on voyait. Donc voilà, et donc les enfants vont être amenés à ça. Je vais revenir à Benoît si tu veux bien 2 secondes, alors qu'on va faire avancer ton jeton évidemment parce que là c'est validé. Hein, voilà, et l'ami a été parfait, on le remercie humblement. Benoît, vous avez testé les activités en classe, hein, un peu comme Vinciane tout à l'heure. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Ah, tu me laisses quand même le temps d'en parler parce que je crois qu'il y a eu un petit changement là qui n'était pas prévu. Merci, c'est bien que je puisse le placer maintenant pour avant tout remercier comment Françoise qui nous a accueillis donc à Saint-Martin-en-Thé donc pour tester notre activité où les enfants étaient amenés à faire un montage audio. Je ne sais pas si comment Benoît peut diffuser les images de notre voilà. Donc les enfants ont dû faire un montage pour interviewer donc un autre élève donc pour se présenter. Donc, c'était vraiment une activité très chouette. Les enfants étaient vraiment très motivés. Donc, dans un premier temps, ils ont dû apprendre à prendre en main les différentes fonctionnalités, donc copier-coller, couper-coller, déplacer. Et déjà, c'était quelque chose qui était parfois compliqué. On pense parfois que c'est intuitif, mais au final, une fois qu'ils ont compris, ils vont très vite. Mais au départ, il a quand même fallu le temps qu'ils prennent en main ces fonctionnalités. Ensuite, après cela, ils ont dû rédiger des questions. Donc, c'était une activité de mise en lien. Ils ont aussi fait du français. Et enfin, la troisième séquence, on était là également, ils ont dû enregistrer et monter la séquence. Alors, on voyait vraiment que les enfants étaient très pointilleux. Parfois, on a eu des interpellations qui nous disaient, on disait, ils vont enlever ce qui est parasite dans leur montage. Et en fait, vraiment, les enfants avaient vraiment envie de bien faire et ils étaient parfois plus regardants que nous.
Et alors enfin, ben, on pourrait donner un conseil, c'est vraiment le fait d'utiliser des casques, justement pour pouvoir se réécouter, comme on le voit ici dans la photo. Et aussi que c'est très important de choisir un endroit où il n'y aura pas trop de bruit, et alors de peut-être travailler en petits groupes pour justement avoir plus de facilité. Enfin, voilà, c'est vraiment une chouette activité. Et je pense que les enfants ont vraiment bien apprécié. C'était en tête, c'est ça que tu as dit, hein? Oui, c'est ça, à Et donc, Saint-Martin-en-Thé. il se présentait à Hantais. Est-ce que si on n'est pas Hantais, du coup, on peut vivre l'activité? Non, oublie, oublie ce que j'ai dit. Bon, je vous propose, c'est que si vous êtes d'accord, puisque vous êtes à 3 maintenant au niveau de votre échiquier, je ne sais pas comment on va l'appeler, plateau de jeu, on va lancer la question pour le public, histoire de remporter le camembert maintenant. On compte sur vous, hein. Ouais, alors la question, c'est dans le sondage qu'elle apparaît. Je vois là maintenant. Et donc, on va travailler la culture numérique avec vraiment voilà, différentes notions que les enfants vont apprendre. Et donc, quelles notions ne figurent pas dans le programme, selon vous, de P5, P6? L'utilisation des tableurs, l'e-réputation, les avatars ou l'intelligence artificielle. Que ne devront pas être amenés à expliquer, à travailler les élèves dans le programme de P5, P6 parmi ces 4 propositions? Alors, c'est mitigé. Ça bouge. Oui, ça bouge. Je vois qu'il y en a une. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse répondre encore un petit peu. On a le temps, et évidemment, par rapport à ça. C'est des full activités sur le montage de son qui était là. Alors, pour avoir eu les échos de ce qui s'est vécu, l'institutrice donc là a utilisé GarageBand parce que elle avait l'outil pour le faire en classe, et elle n'avait jamais utilisé elle cet outil au départ. Et c'est quelque part les enfants même qui ont réussi à retrouver certaines fonctions quand il fallait pour elle. Voilà, alors, je vais là devoir clôturer et j'ai peur. Hein. J'ai peur parce que je ne suis pas certain que ce soit la bonne réponse. Alors, c'est vous qui allez confirmer ou pas si on a droit au fromage. Alors, on a en dernière proposition les avatars, mais je pense que ça, on peut l'éliminer parce qu'en effet, on va devoir justement réfléchir aux conséquences du choix d'un avatar. Donc ça, ce n'était pas la bonne proposition. On a l'idée de l'e-réputation. Et donc voilà, des traces qu'on laisse en ligne. Donc on n'est pas dans les choix. Est-ce qu'ils ont bien fait de ne pas choisir ça principalement? Oui. Voilà. Oui. Donc on va devoir le travailler en effet. On a alors en première position du coup, hein, en première position, leur choix principal à une réponse sur 2, 49%, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va devoir travailler l'intelligence artificielle en P5, P6? Non, on va pas leur travailler l'intelligence artificielle. Non. Mais il faut quand même souligner que les tableurs, c'est quelque chose qu'il faut aborder, qui est dans le programme, et on voit quand même qu'il y en a quelques-uns qui se sont trompés. Donc vraiment. Oui. Et donc un tableur pour convertir des données qu'on va encoder dans un graphique, ce sera un des attendus donc de la P5. Donc voilà, donc c'était bien l'intelligence artificielle. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas en parler, mais en tout cas, concrètement, avec toute une réflexion liée au danger ou pas de l'intelligence artificielle, ça arrive en secondaire. Pas en… Voilà. Donc ça veut dire que du coup, le fromage est acquis. On va se régaler. Hein. Mais on n'a pas peur d'indigestion. Moi, je préfère avoir tout. Voilà. Je ne suis pas très fromage d'habitude, mais là, je suis preneur. Messieurs, merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Je vous dis merci parce qu'on va du tout appeler quelqu'un d'autre. Alors, je vais appeler qui? Moi, je vais appeler François Deus. Tiens, François, qui va nous rejoindre là maintenant. François, il est là? Bonsoir Marc, bonsoir à chacun, chacune. Bon, je te prends un peu au dépourvu, mais tant pis. Voilà, François, donc formateur, on le rappelle, hein, toi c'est formateur à temps plein en tant que conseiller technopédagogique. Bon, on tire la roue et on voit ce que ça donne pour toi. Allons-y. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, Jean aurait adoré, mais cette fois que c'est sur toi que ça tombe. Là, c'est 16. C'est sur la C16. Oui. François, ça ira?
J'aurais dû mettre mon pull rose, du coup. Au grand désespoir de Vinciane. Désolé. Oui. Dans le préparatif, Vinciane avait dit, préparez vos tenues et comme ça, vous vous changerez en fonction de la couleur sur laquelle vous tombez. Et donc, voilà. Mais tu as un joli fond bleu, là, en tout cas, pour illustrer la compétence. Alors, on va aller chercher celle qui nous intéresse. Bon, vous voyez, parce qu'il faut vraiment la chercher, parce que rien n'est... Attendez, elle est où, là? Faites-moi plaisir. Bon, Benoît, je te laisse aller chercher. Voilà, parce qu'on cherche à deux. Ouais, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas sur quoi ça va là-bas. C'est 16. Voilà. Et du coup, on doit un peu improviser en fonction. Donc, c'est 16. C'est pour toi. Attention, François, je lis la première question. Donc, l'idée, c'est qu'on est sur la compétence collaborer sur un contenu numérique. On le voit, un contenu propre à l'école. Et donc, ma question sera, tiens, pourquoi pas dans le fond? D'accord, mais ça veut dire quoi, collaborer sur un contenu numérique? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Allez, sois le plus explicite possible, sinon on n'avance pas dans la grille de jeu. Ok, merci Marc. Et bien donc la compétence C16 de notre programme FMTTN pour la 5e primaire a vraiment pour objectif d'amener à collaborer en ligne via un outil numérique. L'objectif, c'est de permettre aux élèves sur un même support de contribuer ensemble au contenu et de pouvoir l'enrichir mutuellement. En fait, c'est ça. On valide? On valide pas? On valide! Allez, on avance dans la grille de jeu. Ouais, mais il est trop fort ce François. Moi, je suis toujours impressionné par François. Je n'ai aucun doute qu'on va atteindre avec toi le stade numéro 3. Mais d'abord, il y a le deuxième à atteindre. Alors, je regarde un petit peu. Je vois ici. Alors, oui, on parle d'espace collaboratif, forcément. Et donc, pour participer dans un espace collaboratif numérique, évidemment, est-ce que tu pourrais me citer, alors je sais pas, on va dire 2 ou 3 habitudes. Allez, je vais pas donner de chiffres, mais vraiment des habitudes à installer avec les élèves et qu'on va devoir du coup apprendre aux élèves. Alors oui, effectivement, pour travailler cette compétence C16, il va falloir avoir certaines habitudes, et Vinciane nous en a parlé il y a quelques instants, mais donc les élèves vont devoir apprendre à s'identifier, à connaître un pseudonyme, à paramétrer les options de l'application qu'on utilise, à ouvrir un espace de discussion, je pense notamment au Digidoc, à l'espace de clavardage. Il va falloir aussi respecter la cohérence de la production au niveau du fond et de la forme. Comme Vinciane nous disait tout à l'heure, la netiquette me paraît vraiment essentielle d'établir cette charte de bienséance pour les règles de conduite et de politesse. Donc voilà, certaines habitudes pour travailler cette C16, effectivement, oui. Et donc cette étiquette, mais je crois que la notion d'étiquette, elle va revenir dans pas mal de situations, vraiment. Mais c'est important, hein, justement, la réflexion sur le cadre. On parlait des 3 dimensions, je me permets, parce que j'aime bien pouvoir les replacer, mais les dimensions médiatiques, dont la dimension sociale à travailler, puisqu'il y a ces 3 dimensions à travers le programme, à travailler dans le numérique. Réfléchir cette dimension sociale avec voilà, toute cette bienveillance et tout ce qui va permettre que ça va fonctionner et qu'on ne va pas mettre en difficulté les autres. Bon, on valide. On valide. Deuxième pion. Et donc, troisième question maintenant. Alors, bon, attends, je regarde un petit peu ce que j'ai là. Oui, voilà. Est-ce que tu pourrais, parce que dans le fond, on parle de collaborer, sur un contenu numérique, mais dans le fond, on pourrait très bien le faire, on l'a toujours fait, sans l'outil numérique. Et donc, est-ce que tu pourrais me donner une plus-value, allez, 2 même, 2 plus-values d'utilisation de l'outil numérique dans cette collaboration? Oui, Marc, mais je vais même t'en donner beaucoup plus que 2 parce que l'outil numérique, vraiment, au niveau de la plus-value, là, elle est vraiment bien présente. Donc, on a d'une part, évidemment, la co-conception. Hein, c'est clair que l'enfant ne va pas se retrouver seul devant son travail, mais il sera minimum 2, voire plusieurs. Donc ça, c'est une plus-value importante. Et l'immédiateté, hein, directement, l'enfant tape au clavier et le collaborateur qui travaille avec lui sur ce même espace va voir ce qui se passe en réalité à l'instant T. Donc c'est vraiment l'immédiateté de la production. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui est
stockage, sauvegarde et l'accessibilité hein, de la production à distance et à n'importe quel endroit. On peut se trouver où on veut, on peut consulter la production. On va pouvoir aussi mettre en avant la mise en réseau des élèves, soit au sein d'une seule école, voire plusieurs écoles. Plusieurs écoles peuvent très bien travailler cette compétence C16, que ce soit à l'endroit X ou Y. Les multiples fonctionnalités intégrées sur un seul espace de travail. Donc, ces fonctionnalités vont permettre de ne pas se disperser et donc de rester bien concentré sur l'outil utilisé. Il y a aussi les tâches cognitives, par exemple la relecture, les corrections, la validation. Et enfin, on pourrait parler aussi de créativité qui sera favorisée par la variété des outils de production. Ouais, j'avais dit un ou deux. Là, on est nettement plus loin. On est bien là. Oui. Mais cela dit, c'est bien, mais c'est pas évident non plus. Donc, on va déjà valider ta réponse. Hein. Là, je pense qu'on peut y aller franchement. En parlant de réponse, on va parler de questions. Alors, il y a une question évidemment bientôt pour le public qui va arriver, mais n'hésitez pas à poser les vôtres. On le rappelle, hein, s'il y a vraiment des points d'éclaircissement dont vous avez besoin, on rappelle que tout à fait en bas à droite, j'espère que c'est bien mon doigt là, parce que c'est pas évident à faire la télé. Donc, il y a l'onglet questions. Et allez-y, posez vraiment des questions même spécifiques. Il y a vraiment tous les CTP qui sont là et qui pourront vous y répondre. Mais juste, François, on disait, c'est bien de pouvoir collaborer, mais des espaces où la manière de le faire, c'est pas toujours évident. Tu aurais quelques idées, quelques pistes à nous proposer avant de partir sur la question publique? Oui, tout à fait. Donc, des idées d'exemples, par exemple, on pourrait travailler sur Book Creator et créer un livre numérique. Donc, ça, c'est vraiment un exemple assez chouette à faire avec les élèves. On peut très bien travailler sur une page Word en collaboration avec d'autres et donc établir des questions-réponses. On peut très bien aussi travailler sur le DigiDoc, j'en ai parlé tout à l'heure, avec cet espace de clavardage pour créer une histoire à plusieurs. On l'a vécu d'ailleurs dans une école dernièrement avec Benoît Chantraine dans l'école libre de Richel. On peut très bien aussi créer une carte mentale, hein, appelée aussi carte heuristique hein, sur Canva, c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser. Et on peut éventuellement produire un article sur l'encyclopédie pour les enfants Wikidia, ou éventuellement aussi co-construire une synthèse sur un document partagé. Voilà, quelques exemples pour travailler cette compétence C16. Voilà, et je vois dans les explications, dans le chat, là, Laurie qui écrit qu'elle enseigne en P1, P2, mais que ça lui permet d'y voir plus clair sur ce qui va être attendu en P5, notamment ici. Je crois que c'est important aussi. Et puis, en tant que référence, ça va permettre aussi, justement, de pouvoir aller informer les collègues sur ce qui va les attendre. Je propose, c'est qu'on aille sur la question publique. Hein. Alors, on avait, Marc, si tu veux bien, oui. On avait une petite vidéo, hein. On a vécu une expérience assez enrichissante dans l'école libre de Richel avec l'enseignante Madame Clotilde et ses élèves. Et donc, on avait un petit témoignage de Clotilde qui nous relatait un petit peu ce qu'elle a vécu durant cette leçon. Ok, on y va. Allez. C'est vraiment d'être à plusieurs sur un document. Ici, on a fonctionné à 2 sur un document, mais ça peut être à vraiment beaucoup d'élèves. Donc, par exemple, pour un travail de groupe, ça peut être chouette, même quand les élèves seront plus grands, qui seront à la maison en secondaire et qui devront faire un travail, être à chacun chez soi et pouvoir travailler en même temps. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant par rapport à cette application-là, d'être plusieurs sur le document. Voilà, donc effectivement, collaborer, c'est quelque chose qui, à mon avis, va vraiment être mis en avant d'ici les années futures. Les enfants, les élèves vont devoir partager des espaces collaboratifs de travail pour générer toutes sortes de productions. Et alors, je me permets, François, parce qu'il y a vraiment un échange là maintenant, et donc je vais te poser la question à toi pour avoir ton avis. On parle du matériel qui pourrait être un frein dans les classes par rapport à ça. Est-ce que, par exemple, pour mener l'activité, il y a moyen de le faire avec peu de matériel, activité à laquelle vous aurez droit si on a rempli tous les camemberts après? Alors effectivement, je dirais qu'au niveau du matériel qu'on a utilisé, c'est sûr que la tablette est un plus. On a utilisé dans l'école de Richel, ils avaient des Chromebooks, ça a très très bien fonctionné.
Ça nécessite évidemment une connexion Wi-Fi de qualité, ça c'est clair. C'est parfois le bas qui blesse dans pas mal d'écoles, mais ça c'est vraiment indispensable. Au niveau des applications, je dirais que toutes les applications sont gratuites, que ce soit Book Creator, Digidoc, de la digitale, Wikidia ou un document partagé. Donc ça ne va pas nécessiter des frais énormes. Donc oui, je pense puis, je ne sais plus qui l'a évoqué avant toi, mais il y a la possibilité de travailler, et c'est bien d'y penser aussi, travailler par atelier, et donc justement ne pas devoir avoir du matériel pour tout le monde en même temps. Donc évidemment, il va peut-être falloir avoir un peu sa gestion de classe par rapport à ça. On rappelle, alors je vois la conversation en même temps, mais on parle du cadastre qui a dû, pour la région wallonne, hein, qui a dû être rentré évidemment. Pour Bruxelles, je vois Pierre qui écrit, il y a le chèque science pour acheter du matériel en prouvant son utilité pédagogique. Donc voilà, il y a cette information qui est là avec 3 000 €, nous précise Pierre, par an pour ceux qui l'ont. Donc il y a des possibilités. En tout cas, un conseil. Vous savez qu'il y a les attendus, et donc dans les achats de matériel, posez-vous d'abord la question de est-ce que le matériel que j'achète va pouvoir être au service des attendus. On a bien dit qu'il y a la formation par le numérique, avec tout un tas d'outils qui vont pouvoir aider dans cette formation par le numérique. Mais il y a aussi cette nécessité de faire le haut numérique en amenant les élèves à produire, et donc il faut penser ça aussi dans ce que l'on va acheter. Et je vois Pierre, merci à lui, qui vient de mettre le lien pour ce qui est de donc la région bruxelloise. François, ah oui, on n'a pas encore lancé la question pour le public. Du coup. Ouais. Et donc on la lance maintenant. Tiens, là maintenant, c'est à nouveau dans le sondage. Et là, attention parce que si mes souvenirs sont bons, vous allez devoir faire plusieurs propositions. Donc, cochez tout ce qui concerne donc la question, pas une seule réponse valable. Parmi les outils numériques suivants, lesquels permettent-ils un travail collaboratif? Digidoc, Book Creator, Ortolud, Quan Junior ou Wikidia. Et donc, vous devez choisir ceux que vous estimez pouvoir permettre un travail collaboratif. On en a parlé d'un ou l'autre. À vous de soumettre votre vote là maintenant. Oh, ça va vite, ça va beaucoup plus vite d'ailleurs là maintenant dans les réponses. Alors, il y en a un qui a été évincé, je pense. Enfin, il y a une proposition, c'est Ortolud. Effectivement, là, voilà. Ce ne sera pas un travail collaboratif, ce sera plutôt un travail individuel, mais là, on ne sait pas collaborer sur Ortolud, effectivement. Et donc, Ortolud, pour ceux qui ne connaissent pas, en 2 mots? Bon, 2 mots, donc c'est un site internet qui va permettre de travailler pas mal de choses, qui est un site intéressant. Moi, je vous invite à aller le consulter. On est plutôt dans des compétences de français, aussi bien au niveau conjugaison, grammaire, vocabulaire, orthographe. C'est assez chouette à utiliser, mais ce n'est pas un outil collaboratif. Alors, voilà. Quan Junior n'a pas été beaucoup repris et c'est normal. Hein. Quan Junior, c'est un moteur de recherche en fait, donc on ne va pas collaborer là-dessus. Voilà. Par contre, on a les 3 premiers. Alors, tu vas me donner si c'est correct. On va prendre les 3 premiers. Book Creator, Digidoc et Wikidia. S'il y a une erreur parmi les 3, on n'a pas le fromage. Alors, il n'y a aucune erreur parmi les 3. Donc, les 3 sont vraiment des outils où on va pouvoir travailler en collaboration. Donc, c'est la bonne réponse. Digidoc, Book Creator, Wikidia sont des outils de collaboration au service du numérique. Ben voilà. On remplit, voilà. Et Vincent vient de mettre le fromage rose là maintenant. Mike, tu nous rejoins? Il y a une question ou... Non, un petit peu d'improvisation parce que moi, je suis dans le travail dans l'ombre et je vois qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans le chat et pas mal d'inquiétudes de la part des référents de se dire OK, moi, je me vois potentiellement bien faire ça, mais mes collègues, est-ce qu'ils vont vraiment être capables de pouvoir le faire? Alors, c'est une vraie question. Ce que j'ai envie de dire, c'est que n'oubliez pas qu'on est là et que vous n'êtes pas seul. C'est un peu classique, on le dit à chaque fois. Mais on peut venir animer des concertations, on peut venir discuter avec vos collègues. Ça fait partie de nos missions. Et donc, vous ne devez vraiment pas hésiter à compter sur nous parce que vous aurez des activités type que vos collègues pourront reproduire. Mais par contre, mobiliser, discuter avec une personne extérieure, on est vraiment là pour ça. Donc, n'hésitez pas. Voilà, j'avais juste envie de dire ça.
Et puis Ouais, peut-être super. aussi, on le dit dans les formations, mais il y a aussi l'idée qu'on a l'obligation, puisque c'est fait partie des programmes, que les élèves aient approché et travaillé ces attendus. L'organisation de l'école pour le faire, elle n'est pas imposée. Et donc, rien ne me dit qu'à un moment donné, si j'ai un collègue qui est un peu plus frileux sur un attendu, que je switch à un moment donné les enseignants. Et que, voilà, l'idée, c'est que les enseignants aient vu les attendus. La gestion de l'école, elle appartient à chaque école. Tout à fait. Et là, on voit aussi que, par exemple, Claire dit directement, et pourquoi pas mettre en place du co-enseignement. C'est un Voilà. exemple parfait de mise en pratique. Et donc voilà, donc il y a moyen, il va falloir de toute façon à un moment donné changer certainement sa posture en tant qu'enseignant, sa façon de fonctionner en fonction de ces réalités-là et d'autres. Donc voilà, des pistes il y en a, et comme tu l'as dit, les conseillers technopédagogiques sont là pour amener la réflexion et partager la réflexion avec les équipes quand il y a besoin. N'hésitez pas, on vous donnera toutes les adresses utiles en fin de webinaire. Et donc merci Mike, tu interviens quand tu veux. D'accord. Parce qu'en effet, j'ai vu qu'il y avait pas mal de discussions là, et donc c'est intéressant de lever aussi les a priori qu'il va y avoir. Voilà. Parfait. Et du coup, je vais vous demander de partir tous les deux parce qu'on va appeler le suivant là maintenant. Et attends, c'est très masculin ce qui vient de se passer là maintenant, donc je propose c'est qu'on aille plutôt du côté féminin avec Françoise. Allez, Françoise, c'est toi qui nous rejoins. Françoise, qui te capte Bonsoir à toi. Et donc, voilà, on va partir sur une nouvelle compétence. Il en reste encore 3, je vois ici. Donc, allez, on y va. C'est parti. La roue tourne. Alors, c'est 10. Non, heureusement, parce que c'est 10, on l'avait déjà fait. Et donc, c'est 12, c'est 13. Alors, un peu bizarre, vous allez me dire, tiens, pourquoi avoir scindé les deux? C'est parce que, en fait, il y a une vraie suite logique entre la C12 et la C13. Les autres sont un peu moins liées, et celles-là le sont fortement. Et donc, je propose qu'on fasse par le début, du coup, hein, Ok. avec toi, en tout cas, Françoise. On verra qui on appelle pour la C13, mais qu'on parte sur plutôt C12 pour l'instant, concevoir. Alors, ça, c'est des gros mots, ça va faire peur. Concevoir un algorithme pour résoudre un problème simple, avec donc l'attendu de P5, concevoir encore un autre gros mot, un logigramme séquentiel de déplacement, mon Dieu. Et P6, concevoir un logigramme intégrant une boucle et une condition. C'est là où on parlait des collègues qui vont défaillir en voyant ça. C'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, et bien, on va essayer de lever le voile là-dessus avec toi et les questions qui vont arriver. Et donc, attends, je viens directement dans le vif du sujet. On vient de parler de gros mots là, algorithme par exemple. Et donc, première question, arriveras-tu à me définir ce qu'est un algorithme? Je peux donner la définition du référentiel. Donc, dans le référentiel, l'algorithme est défini comme une procédure qui résout des problèmes ou qui exécute des tâches en plusieurs étapes. Oui, et tu peux me traduire ça? Oui, donc en fait, il faut imaginer un problème, simplement, comme on fait déjà dans les classes, on met les enfants face à des situations de problème et on leur dit qu'il faut résoudre vraiment étape par étape, il faut y aller petit pas par petit pas. Et donc, on va dégrossir le problème, voir quelle est la première étape et puis quelle est la deuxième étape pour avancer, puis quelle est la troisième étape qu'on va résoudre. Et tout ça, petit à petit, étape par étape. Donc, on va résoudre un problème en exécutant des tâches en plusieurs étapes. En fait, c'est pas que pour le numérique. Quand tu réfléchis, pour bien se laver les mains, on doit passer par différentes étapes. C'est ça. C'est un algorithme, en fait, les différentes étapes par lesquelles on va passer. Des algorithmes, il y en a partout, en fait, autour de nous. Une recette de cuisine est un algorithme. On va avoir comme problème d'avoir un beau plat à la fin et on va faire toutes les étapes, on va cuire tous les aliments, etc. Et puis on va assembler. Oui, donc ça veut dire qu'on ne va pas être forcément sur l'outil numérique quand on va construire cette notion d'algorithme. Pas du tout. Enfin, on peut faire ça totalement en déconnecté. Donc voilà la définition. Oui, c'est une procédure qui résout des problèmes ou exécute des tâches en plusieurs étapes.
Voilà, les algorithmes sont partout, mais c'est bien de pouvoir conscientiser ça. Et on va continuer. Attends, je vais avec la deuxième question sur les algorithmes. En tout cas, bravo. Moi, je pense que là, franchement, le premier jeton, j'ai compris, t'imagines? Donc, Wow. oui, si moi je comprends. Alors là, deuxième question pour toi. Bah, attends, encore le gros mot. J'ai lu, moi je vais sur les gros mots, enfin ce qu'on appellera les gros mots, mais on parle de, alors je reprends le terme exact dans les attendus pour ne pas me tromper. Attends, je reprends ça. Logigramme séquentiel de déplacement. Ok, alors je reste dans les définitions du référentiel. Dans le référentiel, le logigramme est défini comme étant la représentation picturale de l'algorithme. Et il est composé de formes et de flèches formalisées. Donc, je te traduis. Oui, je veux bien. Oui. Ok, donc tu as l'algorithme qui est le problème en plusieurs étapes. Et en fait, ce problème, donc là, tu as un problème ici devant toi qui est le problème, on a dans la classe 1 un robot de nettoyage et fin de journée, quand il a terminé son nettoyage, il doit retourner dans l'armoire dans laquelle il y a sa station de recharge. Alors oui, on est dans une école hyper high-tech, on est bien d'accord. Mais donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce petit robot qui est dans la classe numéro 1 va devoir se déplacer pour se rendre dans son armoire. Et comment est-ce qu'il va le faire? Il va le faire en plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être de faire demi-tour et pour se tourner vers la porte. Puis il va avancer de 6 mètres pour sortir de la classe. Là, il va tourner à gauche, avancer de 21 mètres, puis je tourne à droite. Avant d'avancer de 10 mètres, je tourne à droite et j'avance encore de 1 mètre. Et là, du coup, il arrive à sa station de recharge et il peut se mettre en charge et en veille. Donc, il a exécuté un déplacement. Donc, c'est le logigramme séquentiel de déplacement. On est sur un déplacement et on est dans l'algorithme ici, qui est vraiment la procédure écrite, en fait, qui est le texte. Ouais. Et donc, on avance petit à petit. Mais cela dit, tu parles d'algorithme, on parle… Là, on est sur un algorithme. Hein. Et ma question, c'est logigramme. Hein. Logigramme, attends, j'y viens. Donc là, tu as la définition du coup du logigramme que je viens de te donner. Et voilà… Ah Attends, ici, voici un logigramme. Donc, quand je te dis que c'est la représentation picturale, c'est parce que l'algorithme qu'on avait, donc le problème qui était écrit en mots, va être représenté ici avec une étape de départ lorsque le nettoyage est terminé. Il va y avoir toutes les petites étapes qui seront les processus et on va arriver à la fin, à la mise en veille. Et je disais que le logigramme est composé de formes et de flèches formalisées. Donc ici, on voit les formes et on voit les flèches qui nous montrent le chemin. C'est ça. Et donc, voilà, c'est une mise en forme autre, mais quelque part, à nouveau, ça peut se travailler sans problème. Alors là, Baptiste, voilà, je veux simplement que tu me décrives, c'est ma question suivante. La question 3. D'accord. Tu veux bien te progresser dans deuxième, Vinciane, okay. Tu peux franchement faire avancer. Non, parce que tout est clair, donc je ne vois pas pourquoi on ne te ferait pas avancer de deuxième. Et donc, la troisième question, on vient de voir les fameux symboles que les élèves vont devoir apprendre. C'est mis dans les savoirs pour les élèves en P5. Est-ce que tu peux m'en parler, me les décrire? Oui, donc… Ces symboles, ce sont des symboles conventionnels qui sont utilisés en informatique par tous les informaticiens, donc on n'a rien inventé. Le début et la fin d'un logigramme sont toujours représentés par cet ovale. Les processus sont toujours représentés par les rectangles et les flèches vont toujours indiquer le sens de lecture en fait du logigramme. Et en dessous, il y a le petit losange des décisions. On ne va pas l'utiliser en P5, ce losange-là, parce qu'on reste sur un logigramme et des algorithmes et des logigrammes simples. Mais en P6, on va devoir utiliser les décisions parce que c'est en P6 qu'on va introduire les boucles et les décisions. Et donc, ce losange-là, ce sera
pour plus tard, pour Ah ouais. l'année d'après. Mais donc les 3 premiers symboles, en tout cas qu'il va falloir utiliser en P5, c'est l'ovale, le rectangle et les flèches. Voilà, pour représenter, comme on l'a vu, donc une situation. Je propose c'est qu'on aille directement à la question pour le public, là maintenant. Messieurs, mesdames, les référents numériques, la question maintenant va apparaître. Et donc l'idée, c'est que on va vous proposer donc ici des représentations, donc des algorithmes à logigramme. Alors c'est petit, on le sait, mais je peux vous garantir que vous allez pouvoir identifier celui parmi les 3 qui est correct. Il y en a 2 derrière qui ça tient pas la route. Alors, que ce soit petit ou pas, le jeu des 7 erreurs, en fait, ici, quelque part, vous allez pouvoir donc l'identifier. Je vous le propose de répondre dans le sondage si c'est le A, le B, le C. Peut-être pour préciser en attendant, c'est que toute la démarche avant, on peut la faire. On l'a vu d'ailleurs dans un autre webinaire précédent, travailler par le quadrillage, amener les élèves à formaliser le déplacement à travers des phrases et puis des consignes de plus en plus précises pour en arriver justement à devoir être concis, tel un algorithme très précis. Voilà. Oui, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, et même comme on le disait tout à l'heure, se laver les mains ou la recette de cuisine, on fait des jolies phrases, hein, on fait quelque chose de beau, mais un algorithme ou un logigramme, c'est quand même un peu plus restreint. Les consignes sont plus restreintes et précises, puisque elles sont quand même à destination d'un outil numérique, d'un ordinateur, et donc voilà. Et alors on va voir si la machine est un peu belle. Si c'est la bonne réponse là maintenant. Attention, est-ce qu'on va valider le camembert ou pas? C'est la proposition A qui a les suffrages. On avance, on n'avance pas? On avance, ouais, la A était la bonne réponse. Ouais, on va peut-être remettre la dia pour m'expliquer pourquoi les autres n'étaient pas bonnes. Donc la A, c'est bon. Ouais. La B, qu'est-ce qu'il y a avec la A, c'est bon. Alors la B, si on regarde dans le logigramme, en dessous, les flèches éteindre la cafetière. On part d'éteindre la cafetière pour aller vers jeter la capsule, pour aller vers prendre la capsule. Et donc, il y a une communication qui ne se fait pas. Donc, on a changé de sens dans le sens des flèches. Et la C, c'est un peu apparent. Et la C, il n'y a pas de flèche du tout. Voilà, donc c'était ça. Alors François, si tu le veux bien, avant qu'on poursuive, vous avez testé une activité et qui était, parce qu'on parlait de matériel, une activité qui était déconnectée complètement dans l'approche. Donc tu pourrais nous faire un petit retour là-dessus? Oui, donc cette activité, on l'a testée dans 2 classes de 5e, donc, et dans 2 classes où les enseignantes n'étaient pas référentes numériques du tout, et elles sont même plutôt, je crois que pour l'une, on peut dire allergique au numérique, donc c'est un peu complexe pour elles, rien que l'idée de pouvoir, de devoir travailler les compétences numériques, c'est très très complexe. Elles sont vraiment réfractaires, l'une en tout cas. Mais elle a paniqué au départ quand on lui a proposé l'activité, parce que quand elle a vu le nom de l'activité, etc. Enfin déjà rien que le terme numérique, c'était déjà la cata. Et donc elle a quand même joué le jeu. Parce qu'on était là, qu'elle était rassurée, etc. Mais elle a joué le jeu et elle s'y est mise. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et elle est vraiment hyper rassurée par rapport à tout cet aspect numérique qui lui semblait insurmontable. Et donc, elle a même demandé à ce qu'on puisse retourner pour tester d'autres activités. Tu sais quoi, parce qu'on prend un peu de retard, moi je propose c'est que, on la laisse parler, cette enseignante peut-être, s'il y a la possibilité. Hein? Je pense que les enfants doivent apprendre à organiser leurs pensées et structurer les consignes qu'ils doivent donner. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et deuxième intérêt, c'est favoriser la résolution de problèmes en décomposant ce problème. C'est vraiment quelque chose que je retiens de cette activité. C'est un lien que je peux faire vraiment avec ça et qui est primordial. Et ça, les enfants ont de plus en plus de mal à cibler leurs pensées, aller vers l'essentiel. Le troisième, c'est voir le lien avec le monde qui nous entoure et tout ce qui est informatique, etc. Je ne suis pas certaine que les enfants se rendent compte que
pour faire fonctionner un ordinateur, il faut passer par toutes ces cases-là. Donc au niveau culturel, je trouve que c'est riche finalement. Là, ça paraît tout à fait logique, ils ne se posent même pas la question. Et ici, voilà, ils peuvent un petit peu découvrir quelles sont toutes les stratégies, les démarches, etc. Qui sont derrière ces choses qui, en 2024, aujourd'hui, sont automatisées et paraissent tout à fait normales. Et alors, en termes aussi d'apprentissage, l'activité permet vraiment d'aborder plein de compétences. Il y a toute la notion de le savoir parler, il y a une partie de savoir écrire aussi, se rendre compte également de l'importance de la précision dans la communication, que ce soit orale et écrite du coup. J'avais énormément d'appréhension parce que déjà rien que l'intitulé de la leçon m'effrayait. Donc la rubrique qui vient du programme me rebute déjà. Mais par contre, une fois que j'ai lu la leçon, j'ai été rassurée. Et ce qui m'a confortée dans mon idée, ce sont les deux petits QR codes avec les petites vidéos que vous avez données. Le fait aussi, quand on aborde un peu tout ce qui est numérique, on a toujours peur d'être limité en termes de matériel et autres. Et ici, c'est vrai que l'activité permettait de développer une compétence comme ça sans avoir besoin de matériel en étant déconnecté. Mais finalement, ils sont rentrés dedans et ils étaient contents d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, c'est en fait comprendre la logique de programmation. On parlait des contenus communs avec justement faire du sens avec la vie réelle. C'est ça en fait. Hein. Et donc on est loin de choses qui sont insurmontables en fait quand on regarde. Je vais me permettre de passer à quelqu'un d'autre parce que comme ça on voit un peu tout le monde. Merci Françoise en tout cas et bravo pour le petit fromage. Et donc puisque c'est C12, C13, on va appeler quelqu'un d'autre. Je vais appeler qui est-ce qu'on n'a pas encore eu. Je propose qu'on appelle Mathieu. C'est une bonne nom, pourquoi pas. Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde. Bon Mathieu, désolé, ça tombe sur toi maintenant, j'espère que ça va le faire. J'espère aussi. Je vais aller vite parce qu'on a pris jeudi un peu de retard. Et donc directement d'entrée de jeu, on vient de parler de continuité C12, C13, on reste sur cette logique-là, mais du coup, qu'est-ce qui va changer? Quelle est la grosse différence ici maintenant avec ce qu'on a dit et concevoir un programme pour résoudre un problème simple? Eh bien, tu vois, Marc, en fait, Françoise vient d'expliquer tout ce que l'on pouvait faire en déconnecté à partir de la compétence C12. Eh bien, dans la C13, tout ce qui a été déconnecté en C12, on va venir le ramener sur un outil numérique à l'aide d'un programme, à l'aide d'un logiciel, et on va pouvoir discuter avec le robot directement. Parce que à l'heure actuelle, avec le logigramme, eh bien, le robot ne nous comprend toujours pas. Et donc, moi, ce que je te propose, c'est de regarder un petit peu comment on va pouvoir passer de cette version papier, finalement, à la version numérique. Moi, je veux bien, pas de souci. Alors, au niveau de la version numérique, on a différents langages de programmation. Alors, ne me dis pas qu'ils vont devoir apprendre ça quand même. Ah, il pourrait. C'est un langage. On peut parler comme ça. Ça ne pose aucun problème pour certaines personnes. Peut-être que certains référents numériques dans l'Assemblée utilisent ce genre de langage. Mais ne t'inquiète pas. On a quand même quelque chose d'un petit peu mieux pour nos enfants. Non. Pour nos élèves, en fait, on va aller sur un langage qu'on appelle le langage en bloc. Donc, en fait, c'est un langage qui est déjà préconfiguré dans un logiciel et les enfants vont devoir assembler des blocs de manière à faire bouger un personnage, de manière à faire un dessin directement sur l'ordinateur ou voir un petit peu plus tard, même manipuler de vrais robots comme des robots Timio, par exemple, qui sont dans certaines écoles déjà. Oui, c'est ça. On ne va pas faire du codage avec ce langage qui est là. C'est un peu compliqué. Et juste pour comprendre un peu mieux, parce que bon, il y a une représentation là, mais concrètement, on pourrait faire quoi avec ça? Alors concrètement, nous, on a été donné une leçon où les enfants ont été reproduire les fameux logiciels de déplacement que Françoise vient de nous expliquer. Donc en fait, on est parti de logigrammes dans ce programme que tu vois ici, Scratch, et on va transformer en fait le logigramme de Françoise directement avec des blocs. Et donc, ici, si on doit construire une figure géométrique, on va directement appuyer sur un bouton vert pour commencer. On va lancer le programme, on va le faire avancer de 50 pas, on va le faire pivoter vers la gauche, on va le faire avancer de 50 pas et ainsi de suite en suivant les flèches directionnelles. Et pour chaque étape du logigramme, on va venir y placer un bloc de programmation.
Et donc, quelque part ici, on parlait de matériel, mais ça peut se faire en ligne, via un outil spécifique, et on n'a pas besoin d'avoir forcément des robots qui vont bouger derrière. Sur là, c'est un plus, mais c'est pas une obligation. Il y avait la deuxième question, parce que c'est vrai qu'il y a le jeu, et du coup, on y a déjà répondu quelque part sans ça, on n'a pas vu la question, mais est-ce que du coup, les élèves vont devoir apprendre le codage? Oui, non? Alors non, ils ne devront pas apprendre du codage comme le langage Python, par exemple, ça n'a aucune utilité, mais ils devront utiliser des blocs qui sont déjà codés pour les assembler simplement et donc venir diriger une application, un robot. D'ailleurs, cela dit, le mot codage n'existe pas dans le programme, hein. C'est bien de la programmation que l'on va faire, c'est complètement différent. Donc voilà, le pion monte. Et alors, je vais déjà directement te lancer la troisième question parce que, je dis, on a pris un tout petit peu de retard, mais on parle que les enfants soient capables de déboguer un programme dans les entendus. Déboguer un programme, c'est quoi? Allez, définis-moi ça et tu gagnes une étape. Alors, déboguer un programme, eh bien, c'est simplement faire en sorte que ce programme, il puisse fonctionner, pouvoir faire ce que je souhaite qu'il fasse. Donc, par exemple, si je veux ici construire un carré à partir de mon logiciel Scratch, eh bien, je vais pouvoir corriger les deux séries de blocs, puisque bien, la première série de blocs va me faire avancer de 100 pas, me faire tourner d'un angle droit, ensuite avancer encore de 100 pas, tourner d'un angle droit, avancer de 100 pas, tourner enfin d'un angle droit, mais j'ai une étape en trop, j'ai encore avancé de 50 pas. Et donc, cette étape en plus, eh bien, il va falloir que je l'enlève et que je remette le dernier bloc à la place du bloc avancé de 50 pas. Et comme ça, je résous le problème, je débogue mon robot et je pourrai dessiner mon carré. Et là, par contre, l'intérêt, c'est vrai que si on a un robot où ce qui apparaît à l'écran, c'est qu'on voit, bah tiens, non, il n'a pas exécuté ce que j'ai fait, donc on va essayer de comprendre. C'est un petit problème numérique, ce qui a posé problème. Donc voilà. Il y a encore une petite présentation avant qu'on passe à la question publique. Tu as encore un petit truc à me dire? On peut passer. Attends, je vérifie parce que là, tu me prends de court. Oui, non, on peut passer à la question publique. Voilà, Oui, allez. Le défi, il est juste devant les yeux des participants. On vous donne un logigramme. Je vous laisse quelques secondes pour le lire. C'est un tout petit peu petit, désolé. Oui. Si vous êtes comme moi, c'est le moment de mettre les lunettes. Ou d'agrandir votre écran, votre tablette. Donc, sélectionner l'objet crayon. Donc, l'idée, c'est quand le drapeau vert est cliqué, mettre le crayon en mode écriture, avancer de 40 pas, tourner d'un angle vers la droite, avancer de 40 pas, tourner d'un angle droit vers la droite, avancer de 40 pas, tourner d'un angle droit vers la droite. Oui. Et donc, l'idée, c'est qu'on doit faire quoi avec cette question, du coup, pour valider? Voilà le défi. Vous avez 3 séries de blocs. Quelle est la bonne? Attends, c'est lui qui a retenu ça, il est fort. Bon, allez, on vous le redit en français. Donc, on va avancer de 40 pas, tourner d'un angle droit, on réavance de 40 pas, on retourne d'un angle droit, on avance encore de 40 pas. Attends, on reprend. Avancer de 40 pas, ça va, je l'ai. Tourner d'un angle droit, ça que tu as dit? Oui. Okay. Ensuite, on avance toujours de 40 pas. Ouais. On tourne d'un angle droit, on avance de 40 pas. Ça dit on quoi? retourne d'un angle droit et on avance de 40 pas et puis on s'arrête. Moi, je pense, je viens de trouver la réponse et je pense que je vois dans le chat que les réponses commencent à arriver. Il y avait un petit piège avec le C parce qu'il y avait la troisième étape, c'est avancer de 20 pas, or que tu as parlé de 40 pas et donc le bloc de code qui était correct, c'est la majorité, 97%, c'était la réponse A. Et donc, camembert supplémentaire. Et ça rime sans en avoir l'air. Oui, c'est super. On va pas la faire jusqu'au bout comme ça avec des R parce que là maintenant, en tout cas dans l'air, c'est la compétence suivante pour le dernier fromage. Là, c'est 15. Et donc, du coup, je vais appeler. Attends, je vais appeler. Merci, à propos, Mathieu, pour la suite. Et donc, qui vais-je appeler? Qui n'est pas encore appelé? François de Bogne va nous rejoindre. Conseiller technopédagogique sur Namur, Luxembourg. Bonjour, François. J'ai l'impression d'appeler comme pour l'Eurovision. Et donc, les points pour… Oui, c'est ça, c'est un peu ça, oui. Bon, François, compétence 15 pour toi, puisque c'est la dernière à travailler. Et tu sais quoi? Je vais te mettre au défi, du coup. Est-ce que tu peux me donner l'intitulé exact de cette compétence 15 avant qu'on ne la fasse apparaître à l'écran?
Eh bien, il s'agit de partager un contenu numérique. Partager un contenu numérique. Alors, est-ce que le pion avance? Est-ce que tu as dit ça correctement ou pas? On vérifie. Oui, bravo! Ouais, il est trop fort, notre ami François. Et donc, on peut passer à la deuxième question, parce que c'est bien de dire partager un contenu numérique. Alors, c'est avec l'enseignant, d'accord, mais on va partager ça sur quel type d'outils? Et donc, question, peux-tu me citer 4 outils sur lesquels on pourra amener les élèves à partager du contenu? Oui, bah, il en existe pas mal, mais on va citer les plus importants à nos yeux. On a évidemment le OneDrive chez Microsoft Office qui permet de partager. On a Google Drive chez Google, effectivement, et on a Teams aussi, qui est aussi un outil un peu combiné où on va pouvoir créer des équipes toujours dans la suite Office. Et puis alors nous, on aime beaucoup aussi Digipad, qui est vraiment l'avantage, c'est que c'est un outil qui vient du monde libre, et on va pouvoir, grâce à cet outil, aussi partager des documents assez simplement. Et donc, en exemple, voilà, ça c'est dans un OneDrive, on a toujours un peu la même logique, hein. On se dit, voilà, on va ajouter des éléments. On va chercher un fichier ou un dossier, on peut choisir un dossier aussi. On va, dans notre dossier sur l'ordinateur, choisir, par exemple, dans les téléchargements, le dossier, le fichier, la patte du chat. Et puis, on va ensuite, une fois qu'il a été placé dans le OneDrive, il va falloir dire si je veux le partager. Et on va le partager avec, en 3, là, on voit, avec par exemple un nom, ça peut être un groupe, ça peut être une adresse mail. Et on va aussi pouvoir, et ça c'est intéressant, dire si on veut simplement que les gens puissent le consulter, puissent éventuellement suggérer des modifications, ou puissent carrément le modifier. Ça, c'est la logique que l'on va retrouver dans un OneDrive chez Office. Je vais passer celle-là, je vais aller directement sur Google Drive parce que on est un peu dans la même logique aussi, à nouveau, toujours. Hein, on ajoute, on importe un fichier, on le partage, on choisit comment on le partage, avec qui on le partage. C'est un petit peu différent, mais on a toujours les mêmes constantes, soit on est lecteur, commentateur ou éditeur. Et dans une équipe Teams, c'est bien évidemment, là, il faut avoir créé une équipe. On a donc inséré une série de personnes dans cette équipe. Et la petite différence avec le OneDrive, c'est que le OneDrive, il appartient à une personne en particulier qui met à disposition une partie de son espace pour pouvoir y partager des documents. Tandis qu'une équipe Teams, elle va être au service d'un ensemble, d'une collectivité de personnes. Et donc, la différence, c'est que notamment, si un enseignant quitte à un moment donné une école, eh bien, tout ce qu'il aurait mis à disposition reste dans l'équipe Teams. Alors que si on est dans un OneDrive, eh bien, l'enseignant ou les enfants, évidemment, ce qui aurait été mis dans le OneDrive pourrait disparaître au moment où on va supprimer, par exemple, le compte de la personne. Voilà. Et pour les élèves, l'intérêt, c'est surtout de les amener à prendre conscience qu'il y a évidemment une configuration qui est derrière dans cette idée de partage et qu'ils puissent percevoir tous les enjeux de ce partage et comment ça fonctionne. On ne va pas leur demander d'aller, eux, sélectionner si on peut modifier ou pas. Mais en tout cas, que les élèves soient conscients de tout ce qui est mis en place. Et alors, tu parlais du Digipad. Oui, voilà. Un peu en arrière, voilà, c'est aussi un outil que nous, on aime vraiment beaucoup parce que, voilà, et on peut, je partager rapidement mon écran pour montrer. Si je prends, par exemple, un exemple d'une classe, un Digipad où on aurait créé, voilà, ma classe ici avec mes différents élèves, on pourrait assigner des consignes différentes ou avoir les mêmes, hein, c'est parce que je voulais différencier un petit peu, et dire, voilà, par exemple, Pierre, on va lui demander qu'il transpose le texte de la dictée, qu'il va écouter en cliquant sur le Vocaroo où on a enregistré la dictée, et lui va pouvoir l'enregistrer dans son traitement de texte et puis venir l'ajouter. On pourrait imaginer que, par exemple, Agnès va ajouter un document où elle va aller sélectionner un fichier dans son, voilà, par exemple sur le loup, et elle va pouvoir ici charger ce fichier qui sera directement disponible pour l'enseignant ou pour l'ensemble des élèves. On peut imaginer aussi que c'est, par exemple, un enfant qui va enregistrer sa lecture avec, par exemple, Vocaroo, et puis qui va ensuite la mettre à disposition dans le Digipad pour pouvoir bien sûr la réécouter lui-même ou la faire écouter par ses camarades ou par son professeur. On peut imaginer aussi que, par exemple, un élève va aussi ajouter
dans sa colonne, vous voyez, la colonne spécifique, il va pouvoir aller ajouter un lien vers des activités comme dans un Learning Apps qu'il aurait créé, par exemple. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment de partager, mettre à disposition du contenu. On a vu l'activité avec la production de son tout à l'heure que Benoît nous présentait. Une fois qu'on a fini d'enregistrer le son, on vient le déposer sur le digipad, on partage la production avec les autres. C'est ça l'attendu en fait. Tout à fait. Et si on était dans collaborer, on pourrait activer dans le digipad les commentaires et que chacun vienne proposer des pistes ou autres. Là, on serait plus dans la collaboration. Ton pion est monté, donc ça veut dire qu'on a validé ta réponse. Et donc, je vais sur la troisième. Est-ce que tu pourrais me donner une ou deux pistes d'activités concrètes? Tu as déjà donné quelques exemples, hein, mais à mener avec les élèves, autres que celles que tu as proposées. Donc, on pourrait aussi imaginer que les enfants vont aller mettre des éléments de synthèse dans lesquels ils pourraient avoir fait une petite synthèse, ils pourraient la mettre à disposition soit de la classe, soit de l'enseignant. On peut aussi imaginer que ce soit un espace sur lequel on puisse partager une information et que d'autres personnes puissent venir mettre des annotations, des commentaires, par exemple. C'est un petit peu les différents exemples que j'avais cités notamment. On pourrait imaginer de mettre du son, par exemple. On pourrait mettre une image. Voilà, c'est un peu tous ces éléments-là qu'on pourrait faire. C'est ça, en fait, l'idée, on crée du contenu. Au moins, là, maintenant, on a appris à le passer. Merci. Je t'ai pris un peu au dépourvu parce que j'avais déjà donné quelques exemples. Oui, c'est ça. D'autres. Mais j'aime te prendre au dépourvu, François. Mais je sais que, voilà, il n'y a jamais de problème avec toi. Tu réagis toujours. Par contre, on va voir si les gens réagiront aussi correctement à cette dernière question et voir si on peut remporter ce dernier bout de fromage. Attention, suspense. Hein, et donc, la question, elle apparaît dans le sondage, je pense, à nouveau. Hein. Là, maintenant, voilà, c'est fait. Parmi les espaces de travail collaboratifs, lequel ne nécessite pas un compte pour collaborer. C'est important parce que voilà, on sait que du coup, si on veut collaborer, tu as parlé de Microsoft, Google et autres, mais là, il faut en tout cas pour l'enseignant et même pour les élèves, si c'est un compte classe, un compte pour pouvoir avoir accès. Ici, lequel, parmi ceux-là, permettent de travailler dans un partage de dossiers sans avoir un compte nécessaire. Alors, je vais répondre pour voir si moi je réponds bien parce qu'on ne sait jamais. Écoute, moi j'ai mis, comme la majorité, tu me dis si c'est bon François, pour ce qui est de 80%, on a sur Digipad. Est-ce que c'est correct? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est un espace de partage qui est évidemment plus limité, hein, mais il est tout à fait open source. Et les personnes, il suffit que l'enseignant, lui, se crée un compte, évidemment, pour pouvoir retrouver le digipad, qu'il le partage aux élèves. Il faut évidemment mettre les paramètres pour autoriser d'ajouter des documents. Et voilà, et on n'a pas besoin de compte, aucune inscription nécessaire. Voilà, un bel outil, hein, la digital.dev. Il est déjà 30. On va encore en avoir, je vous le dis tout de suite, on va déborder pour 10 minutes, mais pour la bonne cause. Et encore, je ne sais même pas si ça va durer 10 minutes. Merci François, mais tu l'as vu, hein, ça y est, on a réussi à avoir l'ensemble du camembert et donc on avait promis une petite surprise et on va pouvoir donc du coup découvrir ce que c'est. On vient d'avoir les fromages. Et on va maintenant passer du coup au dessert, hein, parce que c'est fromage et dessert chez nous. Et pour ça, il y a Stéphane qui me rejoint. Stéphane, pour nous présenter le parcours apprenant, et il existe déjà pour P3, P4 avec un ensemble d'infos. Il existera très prochainement, c'est une avant-première là maintenant pour les P5. Est-ce que Stéphane, en 3 minutes maxi, ça c'est un défi que je te donne, tu peux nous présenter de quoi il s'agira? Alors, ton micro, Stéphane, on ne t'entend pas. En fait, il me met au défi, il avait dit, il y en a un qui devait jouer le jeu, c'est le dernier, il faut un petit problème, donc il va nous revenir. Donc, pendant qu'il est là, donc sur la page, la salle des pros, vous verrez, hein, dans la page numérique, il y a donc cet outil qui va vous permettre, comme c'était déjà le cas pour P3, P4, de pouvoir avoir donc pour chaque compétence, une courte vidéo. Alors, je présente ça et je vais attendre que Stéphane nous rejoigne. Donc, il y a une courte vidéo qui sera proposée pour illustrer
chaque compétence et donc faire du sens sur chacun des éléments. Voilà, de quoi parle-t-on quand on parle de logigramme? Il y a vraiment une vidéo qui l'explique. Ce qu'on vous a montré avec réalité virtuelle augmentée, c'est extrait d'une des vidéos. Et donc voilà, chaque compétence réalisera avec une vidéo. Et puis, l'idée aussi, c'est que vous aurez donc des petits exercices à réaliser vous pour voir si vous maîtrisez la compétence, mais exercices qui pourront pour la plupart aussi être proposés aux élèves. Et l'idée, c'est que quand vous aurez rempli l'ensemble, voilà, je me suis permis, hein, Stéphane, peut-être… tu m'entends? Oui, voilà, on t'entend très oui, bien. oui, Et donc, je viens d'expliquer l'idée des deux premières étapes avec les exercices. Et il y aura aussi, tu peux afficher l'écran comme ça on va le voir, c'est en avant-première parce qu'il n'est pas encore lancé officiellement, hein. L'idée d'avoir un code, comme c'était déjà le cas pour P3, P4, à l'issue des exercices, Voilà. pour avoir accès à un mur. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Donc l'idée en fait, c'est ça je vais passer parce que tu l'as déjà dit. Donc ici on a toutes les compétences qu'on a travaillées dans cette soirée, hein. Et donc par exemple ici je prends la C10. Et à chaque fois, je vais avoir une vidéo. Ici, en l'occurrence, j'en ai deux, hein. Donc, celle-ci, c'est celle qu'on avait vue avec Jean tantôt. Puis, à chaque fois, je vais avoir un exercice ou deux. Et une fois que j'obtiens le code de l'exercice, parce que je l'ai réussi, alors du coup, je vais pouvoir les additionner. Et à la fin, j'irai dans ce cadenas. Hein. Donc, au total, il y a 8 codes. Une fois que j'ai fait le code, je vais avoir accès à un panneau de ressources avec toutes les compétences. Donc là, on ne s'est pas amusé à faire plusieurs liens pour que ce soit plus facile pour vous, hein. Donc à la fin, ça veut dire que quand on aura fini P6, on aura la compétence de C7 à C16. Et donc du coup, vous pourrez aller rechercher des choses. D'ailleurs, on a eu pas mal de choses dans le chat qu'on va pouvoir rajouter d'après toutes les compétences qui sont ici. Et après, du coup… Peut-être préciser que le code que vous voyez là, ce ne sera pas le bon, hein. C'était juste pour la démonstration. Oui, ça c'est trop facile. Et donc, après, l'idée, donc ici, par exemple, si je prends la C13, hein, vous voyez que c'est bien expliqué qu'on doit commencer par la C12. L'idée, c'est qu'ici, c'est un peu pour l'apprentissage de l'enseignant, même si les exercices, parfois, on peut les reprendre pour les élèves. Mais l'idée, c'est qu'on a aussi été faire des activités en classe, qu'elles soient connectées ou déconnectées. Et donc, on n'a pas donné nous-mêmes la leçon parce que voilà, ce serait trop facile. Et donc, on a voulu tester l'activité à travers un enseignant. On a essayé que ce soit un enseignant lambda. Donc, quand je dis lambda, qui ne soit pas référent en numérique ou qui ne soit pas expert en numérique, parce que l'idée, c'était de voir si notre préparation, elle était vraiment compréhensible. Ici, vous avez des photos pour avoir des images mentales de l'activité, parce qu'évidemment, par rapport au RGPD, on n'a pas pu faire de vidéo. Et alors ici, vous allez avoir la fiche de l'activité que vous allez pouvoir télécharger et imprimer. Alors, à chaque fois, on a essayé de ne pas vendre du rêve, hein, donc à chaque fois, les applications, elles sont totalement gratuites. Et il ne faut pas beaucoup de matériel. La plupart du temps, vous allez avoir des annexes à imprimer et plastifier si vous le souhaitez. Et donc, cette préparation, on a pu l'améliorer grâce à notre observation parce qu'on était au fond de la classe et aussi par l'expérience de la titulaire qui a pu vivre l'activité, ainsi que les élèves. Et alors, ici, pour finir, on a l'interview de l'activité. Alors, on a parfois une bande-son avec le retour des élèves et alors le retour de l'enseignante par rapport à ce qu'elle a pu vivre avant, pendant et après l'activité. Voilà, on sait que ça a remporté un énorme succès, que ça a vraiment clarifié pour la P3, P4, et là je peux vous dire que ça va être le cas aussi, mais ce n'est pas encore tout à fait en ligne, puisque il y a le programme qui va sortir et qu'il est censé accompagner, puisqu'il y aura un accès aussi aux documents programmes spécifiques, donc il faut attendre que voilà, ce soit sorti officiellement pour pouvoir le faire, et ce sera, on a une idée, Stéphane? Ici, fin juin, parce qu'on est occupé de finaliser toutes les préparations, hein, parce que les activités, elles ont été réalisées, les exercices et vidéos, c'est OK. Et donc, fin juin, ça sera fait. Et vous voyez qu'après, on se mettra à l'œuvre pour faire exactement la même chose avec un parcours apprenant pour les P6. Hein. Et comme ça, alors, on aura fait l'ensemble des programmes numériques. Voilà, et donc pas mal de fiches qui vont arriver là, donc suivez bien ça. On vous préviendra via la page Facebook évidemment pour la sortie officielle, et sinon via la salle des profs. Donc quand on va
Je monte le dans chemin. l'onglet. Oui, c'est bien, oui. Vitesse. Et donc, ça sera dans le digipad. Hein. Benoît va mettre le lien. Donc, je vais dans l'onglet pour le prof. Ensuite, dans ressources pédagogiques et méthodologiques. Ensuite, je descends et je vais dans formation numérique. Et là, alors, vous allez avoir ici, vous cliquez dessus. Et voilà. Alors, on a fait exprès de mettre tous les parcours au même endroit pour ne pas multiplier les liens. Et comme ça, à chaque fois, vous avez accès à tout d'un coup. Voilà, on a hâte en tout cas que ça sorte et de vous faire découvrir ça. Et donc on va clôturer là maintenant donc ce webinaire. C'était le dernier, on a pris un peu de retard. Sachez simplement donc au menu de l'année prochaine, puisqu'on vient de manger pas mal de fromage, mais il y aura encore pas mal de choses qui sont au programme. On a je ne sais combien de. Il y a déjà 6 webinaires qui sont prévus avec tout un tas de sujets qui vont vraiment dans des thématiques tout à fait variées. Il y aura des rencontres évidemment. C'est déjà quand la rencontre que l'on fait le 15 mai sera reprogrammée parce qu'on sait que vous l'aimez. Voilà, on est en train de vous concocter et tout ça, c'est le visuel que vous voyez là, et bien sera sur un tout nouveau site qui verra le jour. Là aussi, vous aurez le lien très prochainement avec vraiment l'ensemble des dates qui donc vont nous permettre de nous rencontrer en présentiel, en version numérique via voilà webinaire ou autre. Donc vous aurez ce lien très prochainement, mais je peux vous garantir que le programme il va être très chargé et on va se régaler franchement l'année prochaine avec tous les webinaires qui arriveront. Le premier ayant lieu au mois d'octobre et ça s'enchaînera évidemment toute l'année. On y reviendra sur les sujets dans les communications. Et puis, si vous avez encore une petite fin, n'oubliez pas, hein, c'est juste pour terminer, qu'il y a le rendez-vous du 15 mai. Et donc, voilà, régalons-nous ensemble dans cette journée, rappelons-le, du 15 mai. Si vous n'y êtes pas, atelier proposé. Vous avez encore l'occasion de vous inscrire via le site qui est là. Le lien est également dans le digipad, donc le fameux site dédié au développement professionnel des référents numériques que vous êtes. Voilà, on rappelle, juste pour terminer encore, qu'il y a évidemment, vous les avez vus défiler d'ailleurs tous durant cette présentation, les conseillers pédagogiques qui sont là pour vous. Alors, il y a on va dire les régionaux, il y a donc certains qui se rendent dans l'ensemble. Vous savez quoi? Et venez tous me rejoindre. Je ne sais pas si tout le monde est encore là ou pas. Là, je prends le risque, mais ce serait chouette. C'est le dernier webinaire de l'année. Ben voilà, vous me rejoignez. Ce serait bien que vous veniez faire un petit coucou tout le monde. Et je vais en profiter au nom des référents numériques aussi pour vous remercier pour le travail que vous réalisez au quotidien pour les écoles, pour les élèves, pour les référents. Donc voilà, je voudrais un coup de chapeau à l'ensemble de l'équipe qui vient de rejoindre là. On peut être fier, en tout cas dans notre réseau, d'avoir une équipe de choc telle que celle qui est là. Donc, allez, moi j'applaudis. Alors, vous allez me dire, oui, il s'applaudit lui-même, mais voilà. Et c'est l'occasion aussi de vous applaudir, vous pour le travail que vous faites au quotidien dans les classes, pas uniquement la vôtre, au service donc de l'intégration du numérique. On vous dit pour le prochain webinaire, l'année prochaine scolaire. D'ici là, une excellente fin d'année scolaire et surtout, là très 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 vite, c'est demain. Bon congé à vous tous, bien mérité. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Et oui, et Benoît, hein, Benoît qui n'est pas monté sur scène, mais ah ben si, il est là. Il est là. Ouais. Vous n'avez pas vu. C'est parce que Mathieu a mis ne pas oublier Benoît. Mais merci à Benoît et je vais le remercier quand même parce que techniquement, c'est lui qui a tout géré, tout assuré. Donc voilà, merci à toi. Et merci à Marc pour les présentations, la mise en place. Merci. Et bon congé à Marc. Hein. Au revoir tout le monde.